Le document est mort et Microsoft a signé l'acte de décès. Chapitre 1. Elle s'appelle Claudine. Avant le document numérique, il y avait un être humain, une femme, presque toujours, assise à côté du patron. Chaque directeur avait la sienne. Claudine est née en 1946. La guerre vient de finir, la France se reconstruit. Les routes, les usines, les administrations aussi. Après son brevet supérieur option secrétariat, elle commence à travailler en 1965. De Gaulle est à l'Élysée. Les Trente Glorieuses battent leur plein. La France n'est pas encore un pays tertiaire. Elle produit, elle construit, elle exporte. On coule du béton, on installe le téléphone, on agrandit les entreprises. Et déjà, dans les bureaux des grandes maisons parisiennes, une autre France s'organise, celle du document, celle de Claudine. Claudine s'appelle Claudine, mais elle est des centaines de milliers. Pour obtenir son brevet supérieur, elle avait passé une épreuve de dactylo sur un discours de De Gaulle. Un texte, un chrono, 60 mots par minute minimum et zéro faute tolérée, ou presque. Chaque erreur retranchait des mots à la vitesse nette. Une faute, c'était 5 mots de moins. Deux fautes, 10 mots, assez pour faire basculer une mention. Claudine, elle, était déjà à 80. Les candidates s'entraînaient pendant des mois. Les doigts sur le clavier, les yeux sur le texte, jamais sur les touches. La frappe à l'aveugle. Une discipline, presque un art martial. Beaucoup venaient d'écoles privées comme pigiers. Certaines travaillaient déjà le jour et prenaient des cours le soir. C'était dur, mais pour beaucoup de femmes, c'était aussi un levier d'émancipation. Un salaire, une place au bureau, une sortie hors de la maison. Pas un logiciel, pas un écran, une personne, la sténodactylo. Elle était là, carnet sur les genoux, stylo en main, prête. Le patron dictait. Elle prenait en sténo, ces petits signes étranges, rapides, illisibles pour les autres, qui résumaient la parole en temps réel. Puis elle retapait, proprement, sans faute. Tchac, 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 cling, à 80 mots par minute sur sa machine mécanique. 80 mots par minute. Ce n'est plus tout à fait la vitesse d'un discours de De Gaulle, mais c'est déjà une cadence qui forcerait la plupart d'entre nous à regarder le clavier toutes les 2 secondes. Les mains d'un hardcore gamer en plein combat pâlissent à côté. Sauf que le gamer, lui, appuie sur des touches en plastique souple qui répondent à 2 grammes de pression. La dactylo, elle, enfonçait des touches mécaniques qui réclamaient plusieurs centaines de grammes par frappe. À vitesse maximale, les tendons chauffaient. Les poignets étaient douloureux en fin de journée. Taper à la machine mécanique, c'était du sport. Personne ne le disait, tout le monde le savait. En sténo, Claudine montait à 120 mots par minute. Là, oui, elle prenait la parole plus vite qu'elle ne sortait de la bouche du patron. Mais même à la frappe, à 80 mots par minute, un discours posé pouvait déjà passer. Le record mondial est de 216 mots par minute. Il a été établi en 1946 par Stella Pajounas sur une IBM électrique. Pas sur une mécanique, sur une électrique. La résistance des touches en moins. Claudine, elle, battait le métal à main nue. 80 mots par minute à la frappe, 120 en sténo. Deux vitesses, deux gestes, la même discipline. Soit dit en passant, Stella Pajounas a établi ce record l'année où Claudine est née, 1946. Deux femmes, deux machines, la même histoire. Fermez les yeux une seconde. Imaginez le bruit. Pas le silence feutré des open space d'aujourd'hui. Le bruit. Tchac, 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 cling. Le clic type clic cadencé des marteaux de fer frappant le ruban. Un rythme. Presque de la musique. Taper à la machine, c'était comme jouer du piano. Chaque frappe avait son poids, son ressenti, sa résistance. Et comme au piano, une fausse note et tout s'arrêtait. En 1963, Jerry Lewis l'a compris avant tout le monde. Dans le dingue au magasin, il mime une machine à écrire imaginaire en rythme parfait avec une musique jazzy. Les frappes, le retour chariot, le cling de la sonnette, tout en geste, tout en corps. C'était du burlesque, c'était aussi de la vérité. La machine à écrire était un instrument, et ceux qui savaient vraiment la jouer étaient des musiciens qui l'ignoraient. On prenait le Tipex, on soufflait sur la faute, on attendait que ça sèche. 10 secondes, 15 secondes, le rythme brisé.
la phrase suspendue, la pensée interrompue. Puis on reprenait, un caractère à la fois, avec précaution. Et puis, au bout de la ligne, le pling. Ce son clair, bref, presque joyeux. La sonnette de fin de course. L'annonce que le chariot est arrivé au bord, qu'il faut revenir. Le poignet gauche poussait le levier, le chariot repartait en sens inverse dans un brrrr métallique. La feuille avançait d'un cran. Et on recommençait. Ce cling. Les gens qui ont travaillé dans ces bureaux-là s'en souviennent encore. Ce n'était pas un bureau, c'était une usine à mots. C'était le document, celui que produisait une entreprise, celui qui sortait d'une Remington, d'une Underwood, d'une Olivetti. La machine à écrire mécanique avait remplacé la plume dans les années 20. Elle avait ses odeurs aussi. Le ruban encreur, une longue bande de tissu imbibé d'encre tendue entre deux bobines que les marteaux frappaient à chaque touche. Quand le ruban s'épuisait, l'encre pâlissait, les lettres devenaient fantomatiques. Il fallait le changer, les doigts noirs pendant 10 minutes, l'encre sous les ongles jusqu'au soir. Le papier pelure des copies carbone, si fin qu'on voyait presque au travers. Le Tipex, ce liquide blanc qu'on soufflait pour effacer une faute et qui laissait une trace légèrement surélevée sous les doigts. Puis l'électrique était arrivé. En 1961, IBM sort la Selectric, la machine à la boule, une petite sphère interchangeable à la place des barres métalliques. Plus rapide, plus silencieuse, jusqu'à 15 caractères par seconde. On peut même changer de police en changeant la boule. Les secrétariats du monde entier la voient comme une révolution. Elles ne savent pas encore que c'est la dernière de leur ère. C'est la dernière grande victoire de la machine à écrire. Son chant du cygne, son élégance finale avant le plastique beige du PC. La sténodactylo était un métier à part entière, structuré, formé, diplômé. Il y avait les poules de frappe, ces grandes salles où des dizaines de femmes tapaient en cadence les documents de l'entreprise. Et il y avait la secrétaire personnelle, celle du directeur, celle de confiance, celle qui savait tout et ne disait rien, qui tremblait un peu à chaque dictée. Quand le directeur m'appelait pour prendre le courrier, j'en tremblais, dira plus tard une ancienne élève de Pigier, qui relisait 3 fois avant de poser le document sur le bureau, parce qu'il n'y avait pas de contrôle Z. À l'Assemblée nationale, la même logique régnait depuis 1848. Deux sténographes postés de chaque côté de la tribune, un rouleur, un réviseur. Ils se relayaient toutes les 3 minutes pendant les débats, chaque mot prononcé, transcrit en temps réel. Ce système a fonctionné sans interruption, sauf sous le Second Empire, sauf sous Vichy, jusqu'en 2004. 156 ans de sténographie parlementaire. Puis les techniques d'enregistrement audiovisuel ont pris le relais, du jour au lendemain. En 2005, le premier concours de rédacteurs des débats a remplacé les derniers sténographes. La profession a disparu en un concours. C'était un monde où le document était rare, coûteux à produire, précieux. On ne réécrivait pas un courrier 3 fois. On dictait bien, une fois, et Claudine tapait. Le document avait un poids, physique d'abord. Une page tapée, c'était du travail, du temps, de la concentration. On ne lançait pas une note de service à la légère. On pesait chaque mot avant de dicter, parce que corriger coûtait, parce que recommencer coûtait. Le document était rare, alors le document était soigné. Le document était un objet fini, pas un brouillon permanent, pas un flux, pas une conversation, un objet. En France, au pic du métier dans les années 80, on compte près de 800 000 secrétaires, 98% de femmes. Un archétype professionnel si ancré dans la culture qu'Eddie Mitchell lui dédie un titre en 1962, Dactylo Rock, et qu'un magazine féminin titre en 1983, Que vont devenir les secrétaires? La question était dans l'air. Personne ne voulait vraiment y répondre. Et derrière la carte postale du métier, il y avait une violence sociale simple. Les femmes étaient souvent plus rapides que leurs collègues masculins, parfois 2 à 3 fois plus rapides, pour des salaires très inférieurs. Le bureau moderne s'est construit aussi sur ça, sur une compétence féminine massive, indispensable et sous-payée. On n'a pas répondu, on a juste attendu. Les postes ne se sont pas supprimés, ils se sont évaporés, sans bruit, sans procès social. Les entreprises n'ont pas remplacé les Claudines qui partaient à la retraite, elles ont acheté un PC à la place. Chapitre 2, Wang, Display Writer et la boîte à 40 000 $. Avant le PC, il y a eu une autre révolution, celle que personne ne se rappelle. À la fin des années 70, quelque chose arrive dans les grandes entreprises. Pas un ordinateur au sens où on l'entend, une machine dédiée, un traitement de texte autonome. Wang Laboratories sort le Wang 1200 en 1976, une console avec écran, clavier, disquette. On tape, on voit les mots apparaître sur un écran. On corrige, on efface sans typex,
on réimprime, sans recommencer de zéro. Pour la secrétaire qui recopie un contrat de 40 pages pour changer 3 virgules, cette secrétaire qui tremblait en remettant le papier dans le chariot pour ne pas décaler les lignes, c'est une libération absolue, presque une émotion. Claudine a 30 ans. Elle revient de 2 congés maternité, 1973-1975. Pendant ces années-là, le bureau a changé. Pas beaucoup, mais un peu. Elle reprend sa place, son carnet de sténo, sa machine, et elle commence à entendre parler de ses nouvelles consoles avec écran. Elle ne le sait pas encore, mais elle est en train d'assister à la dernière grande révolution de son métier avant celle qui va l'éliminer. IBM répond avec le Display Writer en 1981. Xerox avait ses propres systèmes. Ces machines coûtent entre 10 000 et 50 000 dollars pièce. Seules les banques, les assurances, les grands groupes peuvent se les offrir. On les installe dans des pièces dédiées, on forme des opérateurs spécialisés, c'est presque sacré. Mais ces machines posent quelque chose d'essentiel, une idée qui paraît simple et qui est en réalité révolutionnaire, l'idée que le document peut être modifié après avoir été créé, que le texte n'est pas figé dès qu'il sort de la machine, que l'écrit est devenu malléable. Pendant des siècles, écrire s'était gravé. La plume, l'encre, le papier, tout cela résistait à la correction. La machine à écrire n'avait rien changé à cette logique. On produisait un original, immuable, définitif. Et voilà que soudain, le mot devient liquide, modifiable, réversible. C'est une rupture philosophique autant que technique, et personne ne le formule ainsi à l'époque. On parle juste de gagner du temps sur les corrections. Le document, ce jour-là, cesse d'être un original, il devient une version. Mais ce que ces machines ont vraiment changé, c'est le rapport à l'erreur. Avant, une faute de frappe était une catastrophe mineure. Elle laissait une trace, elle ralentissait tout, elle humiliait parfois. Avec le traitement de texte, l'erreur devient invisible, effaçable, sans cicatrice. Et quand l'erreur coûte moins cher, on écrit plus. On écrit différemment, plus vite, moins soigneusement. Le document commence à proliférer. C'est le début de quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment mesuré. Quand écrire ne coûte plus rien, on écrit tout. Des notes de service pour 3 personnes, des comptes rendus de réunions où rien n'a été décidé, des rapports que personne ne lira. Le document, autrefois rare et soigné, devient banal. Et dans cette banalité, il perd quelque chose de sa force. La machine à écrire forçait la précision, parce que corriger coûtait. L'erreur avait un prix. Aujourd'hui, l'erreur est gratuite. Et demain, c'est l'IA qui écrit. Alors, l'erreur n'existe plus. Elle a juste changé de nature. Elle n'est plus une faute de frappe, c'est une hallucination. Le document, ce jour-là, a cessé d'être définitif. Et quand un document n'est plus définitif, il change de statut. Il devient un matériau provisoire, pas encore mort, mais déjà moins sacré. Chapitre 3, 1981. Le PC entre par la porte des secrétaires, pas par celle des ingénieurs. L'IBM PC sort en août 1981. La presse tech le salue, les ingénieurs l'analysent. Mais ce sont les entreprises ordinaires qui vont en faire une révolution. Pas les laboratoires, pas les centres de calcul, les bureaux, les services comptables, les directions commerciales. Le PC n'est pas vendu comme une machine à calculer, il est vendu comme une machine à travailler. Et travailler, en 1981, dans une entreprise, ça veut dire écrire, compter, classer. Lotus 1-2-3 sort en 1983, le premier tableur qui marche vraiment, sur PC. Les contrôleurs de gestion n'en reviennent pas. Un budget qui se recalcule en temps réel. Changer une hypothèse, voir l'impact en secondes. Plus de gomme, plus de 3 jours de reprise. C'est pour ça que les entreprises achètent des PC, pas pour la puissance, pour Lotus. À son apogée, Lotus 1-2-3 capture 80% du marché mondial des tableurs. C'est la killer app de toute une décennie. WordPerfect domine le traitement de texte. À son pic, 50% du marché mondial. Les secrétariats apprennent ces raccourcis clavier par cœur. Des combinaisons ésotériques, Alt F4, CTRL F5, mémorisées comme des formules magiques. Il y a même des formations certifiantes. Des gens dont c'est le métier de savoir utiliser WordPerfect. Des cabinets d'avocats qui forment leurs secrétaires pendant des semaines entières sur les reveal codes. Ce système d'affichage des balises cachées que WordPerfect utilise pour mettre en forme le texte. C'est complexe, c'est puissant, c'est l'état de l'art.
Et dans ce monde-là, la compétence bureautique est une compétence réelle, valorisée, rémunérée. Savoir utiliser WordPerfect ou Lotus, c'est comme savoir conduire un camion ou lire un bilan comptable. C'est un savoir-faire qui appartient à quelqu'un, qui se protège, qui se transmet. On ne s'improvise pas opérateur de saisie en 1986. Claudine, elle, avait compris ça d'instinct. Le clavier, c'était son outil, pas celui du patron, pas celui du directeur, le sien. Et cet outil, elle le maîtrisait mieux que n'importe qui dans le bureau. Elle tapait sans regarder les touches. C'était sa force, son territoire. Au fond, Claudine était déjà une interface. Le patron parlait, elle transformait sa parole en document. La première intelligence du bureau n'était pas artificielle, elle s'appelait Claudine. Aujourd'hui, cette interface existe encore, mais elle n'a plus de visage. Fermez les yeux. Imaginez le bureau en 1987. La machine à écrire est encore là, dans un coin. Mais il y a maintenant un écran, vert sur fond noir, ou orange sur fond noir. Le PC émet une chaleur douce, un bourdonnement constant. Les doigts ne tapent plus sur du métal, ils tapent sur du plastique, plus léger, plus silencieux. Pas de cling, pas de retour chariot. Juste la touche entrée, discrète, sans cérémonie. Quelque chose s'est perdu dans ce silence. Personne ne peut dire exactement quoi. En 1989, Microsoft bundle Word, Excel et PowerPoint dans une même boîte. Microsoft Office, vendu moins cher que les concurrents séparément. La guerre des suites bureautiques commence. Et Microsoft la gagne, non pas parce que ses outils sont les meilleurs. WordPerfect et Lotus sont techniquement supérieurs à l'époque. Il la gagne parce qu'il a compris quelque chose que les autres n'ont pas vu. L'avenir n'est pas dans l'outil isolé, il est dans la suite intégrée. Dans le fait que le tableau Excel se colle dans le Word qui s'intègre dans le PowerPoint. L'interopérabilité, mot compliqué pour une idée simple, tout doit se parler. Le PC n'est plus un ordinateur généraliste. Il s'organise autour de la bureautique. Le bureau devient son système d'exploitation sociale. L'autre arme de Microsoft, c'est Windows. Excel est le premier grand logiciel conçu exclusivement pour Windows. Lotus et WordPerfect restent accrochés à DOS, à leur raccourci clavier, à leur interface en mode texte. Quand Windows s'impose, ils se retrouvent à contre-courant. Lotus est racheté par IBM en 1995. Il disparaît des radars en 2013. WordPerfect passe chez Novell, qui tente de riposter avec Perfect Office, trop tard, mal optimisé, sans écosystème. Le procès antitrust américain de 1998 montrera que Microsoft a utilisé Windows comme arme pour écraser ses concurrents. La décision de justice n'y changera rien. La guerre est déjà gagnée. En 1995, Windows 95 sort. Le grand public arrive sur le PC. Et la bureautique devient, pour la première fois de l'histoire, le principal usage de l'informatique en entreprise. Pas les bases de données des DSI, pas les ERP complexes. Word, Excel, PowerPoint. Pour la plupart des salariés français en 1995, l'informatique, c'est ça, rien d'autre. La première informatisation des entreprises, pour l'immense majorité des gens, n'a pas été le RP, ni la base de données, ni l'Internet. Ça a été la bureautique. Écrire, compter, présenter. Le document d'abord. Claudine a 45 ans. Elle se forme. Le clavier, elle le connaît depuis 20 ans. Ses doigts n'ont pas besoin d'y penser. Elle tape sans regarder le clavier. Alors le PC, pour elle, c'est presque naturel. Elle apprend Lotus 1, 2, 3. Elle apprend WordPerfect. Puis Word quand Microsoft impose sa loi. Elle ne prend plus la dictée, elle tape elle-même, elle corrige elle-même, elle met en page, elle imprime. Ce n'est plus tout à fait son métier, mais elle s'adapte, comme elle l'a toujours fait. En 2000, Claudine ne fait déjà plus seulement des lettres. Elle gère l'agenda de son patron, elle filtre ses appels, elle gère ses mails. Elle sait qui rappeler, quoi imprimer, quoi faire signer, quoi faire attendre. Son métier s'est déplacé, il n'a pas encore disparu, il s'est élargi. Le métier de sténodactylo a disparu en moins de 10 ans, sans bruit, sans plan de reconversion massif. Les entreprises n'ont pas remplacé les Claudines, elles ont juste attendu que les postes se libèrent. La machine à écrire, elle, a fini dans un placard, puis dans une brocante, puis dans un musée, ou sur une étagère comme objet décoratif dans le bureau d'un directeur qui se souvient encore du Kling. Chapitre 4. 40 ans de paix bureautique. Le format s'installe, le monde s'y adapte. Ce qui se passe entre 1995 et 2020, c'est remarquable à sa façon. Presque rien ne change, ou si peu. Office 97, Office 2003, Office 2007, avec ce ruban qui a fait enrager une génération entière d'utilisateurs qui ne trouvaient plus leur menu. Office 2013, Office 365, les logos changent, les couleurs évoluent, mais le geste reste le même.
On ouvre Word, on tape, on sauvegarde, on envoie. Depuis 30 ans, chaque matin, partout dans le monde. Internet arrive, les emails remplacent les courriers, mais les pièces jointes, ce sont des fichiers Word, des fichiers Excel. Le document bureautique ne meurt pas avec Internet, il se transporte par Internet, il survit, il prolifère même. Chaque email est une machine à distribuer des points doc. Google sort Google Docs en 2006. Traitement de texte dans le navigateur, collaboratif, en temps réel, gratuit. C'est une menace existentielle pour Microsoft. Sauf que ça ne change pas grand-chose. Les entreprises gardent Word, les habitudes sont trop profondes, les formats trop enracinés, les macros Excel trop nombreuses pour tout migrer. Une macro Excel, c'est du code visuel basique écrit par quelqu'un qui n'est plus là. Personne ne sait ce qu'elle fait exactement, mais si on la supprime, quelque chose casse quelque part, alors on garde. C'est le paradoxe de la bureautique mature. Plus personne ne choisit vraiment ses outils, on hérite. Le stagiaire qui arrive en 2010 reçoit un ordinateur avec Word dessus, il apprend Word. Pas parce que Word est meilleur, parce que c'est ce qu'il y a. Et quand ce stagiaire devient manager, il continuera d'utiliser Word. Et il demandera à ses équipes d'utiliser Word. Le logiciel se reproduit par transmission culturelle autant que par mérite technique. Mais quelque chose se fissure. En 2025, 71% des employés utilisent des outils d'IA non approuvés par leur entreprise, du Shadow AI. Ils ouvrent ChatGPT dans un onglet, tapent leur brief, copient la réponse dans Word. Officiellement, ils ont produit un document Word. En réalité, ils ne l'ont pas écrit. La façade bureautique tient, le contenu vient d'ailleurs. Et personne dans la hiérarchie ne le sait. C'est le typex numérique. On cache la faute, on continue. Sauf qu'avant, la faute était une lettre mal tapée. Aujourd'hui, c'est un document entier généré par une machine que personne n'a autorisé. Avant, le blanc correcteur recouvrait une faute de frappe. Aujourd'hui, Word recouvre une faute d'auteur. 25 ans de format propriétaire, c'est 25 ans de documents, de modèles, de templates, de procédures internes écrites dans ces formats. C'est du béton, on ne déplace pas ça en un trimestre. Microsoft le sait, et c'est exactement sur ce béton qu'il va construire la suite, pas en rendant ses outils meilleurs, en les rendant indispensables au niveau de l'infrastructure. SharePoint stocke tout, Exchange gère les mails, Teams réunit tout le monde, Active Directory contrôle les accès. L'entreprise devient progressivement un organisme Microsoft du sol au plafond. Ce n'est plus une suite logicielle, c'est un système immunitaire. Et comme tout système immunitaire, il rejette ce qui lui est étranger. La migration vers Google Workspace, chantier monumental. La suppression de SharePoint, impossible sans tout défaire. L'abandon d'Outlook, on touche aux agendas, aux règles de routage, aux archives légales. Microsoft ne retient pas ses clients par la qualité de ses produits, il les retient par le coût de partir. Le document est resté au centre, mais le geste, lui, avait déjà commencé à changer. Chapitre 5. Mark It Down. L'aveu le plus discret de l'histoire du logiciel. Fin 2024, Microsoft publie discrètement un outil open source sur GitHub. Il s'appelle Markitdown. Sa fonction est simple, il convertit les fichiers Word, Excel, PowerPoint et PDF en Markdown, du texte brut structuré, lisible par n'importe quel éditeur, lisible surtout par n'importe quelle intelligence artificielle. La raison officielle, je cite, extraire le contenu de milliers de documents destinés au LLM et au workflow d'IA. Prenez une seconde pour lire ça. Microsoft, le créateur de Word, d'Excel, de PowerPoint, lance un outil pour convertir ses propres formats vers autre chose, parce que ses propres intelligences artificielles ne savent pas bien lire ses propres formats. Un fichier Word, c'est du XML emballé dans un zip renommé .docx. À l'intérieur, les styles, les marges, les polices, les métadonnées, les révisions cachées, les commentaires oubliés, la structure de mise en page. Tout ça, un LLM s'en fout. Il veut le texte, juste le texte. Et la structure logique, titre, paragraphe, liste, rien d'autre. Le Markdown donne exactement ça. Un hashtag pour un titre, un moins pour une liste, du gras avec 2 astérisques, c'est tout. Zéro décoration, zéro ego. Excel converti en Markdown atteint 99% de précision sur les données tabulaires. PowerPoint, 96%. Le format bureautique perd sa raison d'être comme format de travail. Il devient un format de sortie, un habillage final. Markdown n'est pas un outil, c'est un aveu.
Comparez ça avec le vocabulaire de Microsoft quand il parle de copilote, résumé intelligent, insight en temps réel, expérience fluide, suggestion d'actions pertinentes. Ce sont des mots de présentation commerciale, des mots qui promettent sans mesurer, des mots qui n'engagent à rien. Microsoft ne dit jamais copilote vous fera gagner 47 minutes par jour. Il ne dit pas voici l'entreprise X qui a réduit ses coûts de temps grâce à nos agents. Il dit productivité, collaboration, automatisation, des substantifs abstraits, des promesses sans chiffres. Et quand on cherche les études de ROI, on trouve des rapports d'usage qui mesurent le nombre de prompts envoyés, pas le résultat, le trafic, pas la valeur. Et cet aveu dit quelque chose de plus profond encore. Pendant 40 ans, le format a été l'arme, le point doc, le point XLS, le point PPT, des formats propriétaires, illisibles par les concurrents, qui créaient du lock-in, de la dépendance, de l'inertie. Microsoft a gagné la guerre des suites bureautiques en partie grâce à ces formats. Et voilà qu'en 2024, il construit lui-même l'outil qui les contourne. Parce que l'IA a changé les règles. L'IA ne se soucie pas des formats, elle se soucie du contenu. Et pour accéder au contenu, il faut sortir du format. Pendant 40 ans, le format commandait le contenu. À l'ère des LLM, c'est l'inverse. Le contenu se moque du format. Chapitre 6. Le document n'est plus un espace de travail, c'est une destination. Voilà ce que ça change concrètement dans une entreprise. Avant, le workflow ressemblait à ça. On ouvre Word, on réfléchit dedans, on structure dedans, on rédige dedans, on formate dedans. Le document est à la fois le lieu de pensée et le lieu de production. C'est là que naît l'idée et là qu'elle prend forme. Maintenant, le workflow commence différemment. On tape un prompt, l'agent pose des questions de clarification, il génère une structure, on affine par le chat, on valide section par section. Le document Word s'ouvre à la fin, si besoin, pour un dernier regard avant envoi. Microsoft l'a officialisé lors d'Ignite 2025. Word, Excel, PowerPoint et Teams deviennent des agents intelligents. Mode headless, sans interface graphique obligatoire. L'agent crée le fichier, le remplit, le met en forme, l'envoie. L'humain intervient pour valider, pas pour produire. Plus de 90% des entreprises du Fortune 500 ont adopté Copilot. Le déploiement est massif. Les résultats mesurés, eux, restent discrets. Microsoft parle de gains de productivité, de temps économisé, de satisfaction accrue. Mais les chiffres précis, les ROI documentés, les cas d'entreprise nommés avec des résultats quantifiés, ils sont rares, presque absents. Ce silence a un nom. C'est le silence de ceux qui ont payé 30 $ par utilisateur par mois et qui cherchent encore à justifier l'investissement. Les études qui existent mesurent l'usage, pas la valeur, le nombre de prompts envoyés, le nombre de résumés générés, le nombre de réunions transcrites. Mais personne ne mesure si les décisions prises grâce à ces résumés étaient meilleures, si les documents générés étaient plus convaincants, si les analyses Excel produites par Copilot ont évité des erreurs. On compte le trafic, on ne mesure pas l'impact. La stratégie de Microsoft s'appelle la frontière ferme, l'entreprise du futur, celle qui opère avec des agents IA comme système nerveux central. Microsoft en parle avec des mots beaux, des images de bureaux lumineux, des salariés souriants qui délèguent à leurs assistants numériques. Ce que Microsoft ne montre pas, c'est la réalité de 2025. Des équipes IT qui passent des semaines à configurer les droits d'accès des agents, des DPO qui bloquent les déploiements pour des raisons RGPD, et des directions générales qui demandent « mais concrètement, qu'est-ce que ça nous a rapporté ?» La réponse est floue, toujours floue. Sur Excel, les agents IA atteignent aujourd'hui 57% de précision sur des tâches complexes, c'est le chiffre de Spreadsheet Bench. Pas suffisant pour un modèle financier de board, mais suffisant pour 80% des usages courants. Et ce chiffre monte tous les 6 mois. Ce mouvement a un nom dans le monde du développement logiciel, le vibe coding. On décrit ce qu'on veut, l'IA produit. On corrige, on oriente, on valide. On ne tape plus vraiment, on supervise. La bureautique est en train de vivre son vibe documenting. Claudine dictait au patron, le patron lui dictait le discours de De Gaulle. Aujourd'hui, c'est le prompt qui dicte à la machine. Le cercle se referme. L'interface est toujours là, mais elle n'est plus humaine. Entre les deux, il n'y a plus personne. Plus de Claudine, plus de Kling, plus de tendons qui chauffent, plus d'encre sous les ongles. Chapitre 7. Teams, l'outil que tout le monde déteste et que personne ne peut supprimer. Il faut parler de Teams. Teams, c'est l'outil le plus lourd de toute la gamme Microsoft. Plus d'1 gigaoctet de mémoire vive, même quand il ne fait rien. Lent à démarrer, lent à se réveiller. Microsoft l'a réécrit de zéro en 2023, abandonnant Electron pour WebView 2, promettant légèreté et rapidité. La promesse a tenu quelques mois.
En décembre 2025, une panne mondiale paralyse ses serveurs. 75% des entreprises françaises sont impactées, chiffre IDC. Messagerie coupée, réunions annulées, opérations critiques suspendues. Microsoft déploie en urgence une mise à jour en janvier 2026 pour isoler les processus d'appel dans un composant séparé, le MS Teams module host.exe, un patch sur une architecture fragile. Les utilisateurs détestent Teams. Ils l'utilisent quand même, parce qu'il est là, partout. Branché sur les agendas, sur les mails, sur les fichiers SharePoint, sur les appels, sur les réunions. Impossible à désinstaller sans défaire toute l'architecture Microsoft de l'entreprise. Teams n'est pas un produit qu'on choisit, c'est un produit auquel on se retrouve contraint. C'est le paradoxe parfait de l'ère Microsoft. L'outil le moins aimé est devenu le plus central, pas par mérite, par gravitation. Tout orbite autour de lui. Et c'est exactement pour ça que Microsoft en fait le bus de communication de ses agents IA. Un agent IA a besoin d'un canal, d'un endroit où recevoir des instructions, rendre des comptes, transmettre des résultats. Teams est ce canal. Pas parce que c'est élégant, parce que c'est déjà présent dans toutes les entreprises du monde, branché sur tous les systèmes, avec les droits d'accès déjà configurés. C'est la même logique qui a fait gagner Microsoft dans les années 90. Pas le meilleur produit, le produit le plus présent, le plus intégré, le plus difficile à enlever. Teams n'est pas une appli de chat, c'est une infrastructure. Et les infrastructures ne se remplacent pas, on les étend. Les agents copilotes passent déjà par Teams pour déposer des rapports, demander des validations, remonter des questions. Et demain, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la feuille de route Microsoft. Deux agents pourront se coordonner dans un canal Teams pour préparer un budget de recrutement. L'agent RH analyse des besoins en compétences, l'agent finance vérifie les enveloppes disponibles, ils se synchronisent, ils produisent un document consolidé et ils demandent validation à un humain. Sans qu'un humain ait été dans la boucle de production, juste dans la boucle de validation. Teams ne sera bientôt plus une appli de réunion pour humains. Ce sera le système nerveux des organisations automatisées, l'endroit où vos IA se parlent entre elles. Et le document, dans tout ça, il ne disparaît pas, il change de lieu. Il n'est plus ouvert dans Word, il est demandé dans un canal, résumé dans un fil, validé par une mention. Le document devient un événement de conversation. Il cesse d'être un fichier que l'on ouvre. Il devient une réponse qui circule. Vous serez invité en optionnel. Chapitre 8. SharePoint, Notion, Markdown. La guerre des formats que vous n'avez pas vu venir. Pendant que Word résistait, quelque chose d'autre poussait. Notion, Confluence, Obsidian, Coda, des outils construits sur des blocs de texte, pas sur des pages, pas sur des styles et des marges, sur du contenu structuré, lié, navigable, du markdown sous le capot, tout le temps. Ces outils n'ont pas cherché à remplacer Word, ils ont proposé autre chose, une façon différente de penser l'écrit en entreprise. Le Markdown n'est pas un format geek, c'est du texte, juste du texte avec quelques conventions simples. Un dièse pour un titre, un tiret pour une liste, deux astérisques pour du gras. Pas de menu, pas de barre d'outils, pas de marge à régler. Un fichier .md s'ouvre dans n'importe quel éditeur sur n'importe quelle machine depuis 1980. Il ne dépend de personne, il n'appartient à personne. Et c'est précisément pour ça qu'UNIA l'adore. Le .docx veut être un document, le .md veut juste être compris. À l'ère des LLM, c'est le second qui gagne. Les chiffres sont parlants. Dans les grandes entreprises tech, Coda atteint 67% d'engagement chez les équipes ingénierie, 64% en produits, 63% en marketing. Notion domine chez les PME à 78%. Ce ne sont pas des outils marginaux, ce sont les outils dans lesquels une génération entière de travailleurs a appris à penser, à collaborer, à structurer la connaissance. Et ces outils ont une propriété que Word n'a pas. Leur contenu est naturellement exploitable par une IA. Pas besoin de mark-it-down pour convertir, pas besoin d'un pipeline de transformation. Le texte est propre, la structure est lisible. Le RAG peut s'y brancher directement. RAG, Retrieval Augmented Generation, la technologie qui permet à une IA de répondre à des questions en puisant dans vos propres documents. Un employé d'un grand retailer tape dans le chat interne: quelle est notre politique de remboursement frais? La réponse arrive en 8 secondes, précise, sourcée, sans qu'il ait ouvert un seul fichier, sans qu'il ait navigué dans une arborescence, sans qu'il ait cherché quoi que ce soit. Le document est toujours là, quelque part dans la base, mais il n'a plus besoin d'être trouvé, il n'a plus besoin d'être ouvert, il n'a plus besoin d'une arborescence parfaite pour être accessible. Pensez à ce que ça implique. Le document existe toujours, mais la compétence de le retrouver, cette compétence que certains avaient affinée pendant des années, savoir exactement où chercher, dans quel sous-dossier, avec quel nom de fichier,
Cette compétence-là est en train de devenir inutile, comme la sténographie avant elle. 20 ans de formation sur comment bien classer dans SharePoint, comment nommer ses fichiers, comment organiser ses dossiers, les bonnes pratiques de l'arborescence partagée. Tout ça s'effondre, pas parce que c'était faux, parce que c'est devenu inutile. Microsoft l'a compris. SharePoint Embedded, sa nouvelle version API First, intègre l'indexation vectorielle nativement. Hybrid Search, mots-clés, sémantique, vectoriel, combiné. SharePoint ne meurt pas, il arrête d'être un classeur, il devient une mémoire interrogeable. Et cette mémoire, les agents IA peuvent la consulter directement, sans passer par l'interface, sans ouvrir un fichier, sans naviguer dans une arborescence. Le document survit. L'idée qu'il faut le chercher, elle, est morte. La navigation documentaire a perdu la guerre contre l'interrogation en langage naturel. Et avec elle, une compétence entière disparaît silencieusement. Pendant 20 ans, les entreprises ont payé des formations. Comment nommer un fichier? Comment créer une arborescence cohérente? Comment utiliser les métadonnées SharePoint? Des certifications entières sur la gestion documentaire, des postes de knowledge manager. Tout ça repose sur une hypothèse fondamentale, que l'humain doit naviguer pour trouver. Cette hypothèse est morte. Et avec elle, des années de savoir-faire professionnel deviennent obsolètes du jour au lendemain, exactement comme la sténographie en 2004, exactement comme les poules de frappe en 1990. Claudine classait ses dossiers avec la même rigueur qu'elle tapait ses textes, un dossier pour chaque client, un sous-dossier pour chaque année, chaque document nommé avec la date, le destinataire, la version, un système, une discipline, la même discipline que la frappe à l'aveugle. Aujourd'hui, l'IA retrouve le document sans le dossier, sans le nom, sans le système. Elle retrouve tout, tout le temps, immédiatement. La rigueur de Claudine était une vertu, elle est devenue inutile. Chapitre 9. Excel survivra, mais vous ne comprendrez plus ce qu'il calcule. Excel est le survivant improbable de cette histoire. 500 millions d'utilisateurs, des modèles financiers qui font tourner des entreprises entières, des formules imbriquées sur 40 niveaux que personne ne comprend plus vraiment depuis que la personne qui les a écrites est partie à la retraite. Excel est partout. Excel est immortel. Excel est devenu un problème que personne n'ose nommer. 500 millions de personnes qui savent utiliser Excel, et de moins en moins qui savent vraiment ce que fait un VLOOKUP quand on lui passe un troisième argument false. Excel est devenu comme le volant d'une voiture automatique. On conduit, mais on ne sait plus vraiment ce qu'il y a sous le capot. Les agents IA atteignent aujourd'hui 57% de précision sur les tableurs complexes. Spreadsheet Bench 2025. Ce n'est pas assez pour un modèle de valorisation. Ce n'est pas assez pour un budget consolidé de groupe. L'humain garde la main, pour l'instant. Mais Copilot écrit déjà les formules à voix haute. Il détecte les anomalies. Il génère les graphiques. Il explique en langage naturel ce que font les calculs. L'humain valide. L'humain approuve. L'humain présente les résultats en réunion. L'humain comprend-il encore vraiment ce qu'il valide? C'est la vraie question. Pas si Excel va disparaître, mais si la compréhension d'Excel va disparaître avant Excel lui-même. Un outil que 500 millions de personnes utilisent et que de moins en moins maîtrisent vraiment dans leur profondeur. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vécu. Ça ressemble à ce que la sténographie représentait pour les entreprises en 1975. Un savoir-faire essentiel, intégré dans le fonctionnement quotidien et dont on n'avait plus vraiment besoin de comprendre le fonctionnement interne pour en bénéficier. Excel ne mourra pas d'être dépassé. Il mourra d'être devenu décoratif. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette trajectoire. En 1983, Lotus 123 a rendu l'analyse financière accessible à des gens qui n'étaient pas mathématiciens. En 1993, Excel a rendu la modélisation accessible à des gens qui n'étaient pas programmeurs. En 2025, Copilot rend la formule accessible à des gens qui ne comprennent pas la formule. Chaque génération d'outils a démocratisé une couche de plus. Et à chaque fois, la compréhension profonde a reculé d'un cran. Et les erreurs, elles, se sont multipliées. En 2012, JP Morgan perd 6 milliards de dollars à cause d'une erreur dans un modèle Excel. Un copier-coller mal fait. Une formule qui divise au lieu de faire la moyenne. 6 milliards. Le London Whale. Le trader le plus célèbre de la décennie, victime d'un tableur. En 2020, l'Angleterre perd 16 000 cas de Covid dans ses statistiques officielles parce qu'un fichier Excel avait dépassé sa limite de ligne. Pas une cyberattaque, pas une fraude. Un point XLS trop vieux. L'outil le plus utilisé du monde est aussi celui dont les erreurs ont les plus grandes conséquences. Et maintenant, on demande à une IA d'écrire les formules. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire. Claudine tapait des documents que le directeur signait sans les relire en entier. Les analystes valident des modèles Excel qu'ils n'ont pas entièrement construits. Les managers approuveront des rapports générés par des agents qu'ils ne comprennent pas vraiment. Le document a toujours été un intermédiaire entre une pensée et une décision. Ce qui change, c'est que l'intermédiaire n'est plus humain. Et ce qu'on appelait document n'est plus vraiment un lieu de travail. C'est une destination, une surface finale, une exportation élégante d'un processus qui s'est déroulé ailleurs.
Claudine est née en 1946. Elle a pris sa retraite en 2006. En 40 ans de carrière, elle a connu la Remington mécanique, la Sélectrique à boules, le Wang, le PC, Word, Excel, les emails. À la fin, elle gérait aussi l'agenda de son patron, ses mails, son téléphone, ses urgences. Chaque fois, elle a appris. Chaque fois, quelque chose de son métier originel s'est effacé un peu plus. Elle tapait à 80 mots par minute sur sa mécanique. À cette vitesse déjà, un discours posé pouvait passer. En sténo, elle montait à 120. Elle entendait le cling au bout de chaque ligne. Elle soufflait sur le Tipex. Elle attendait, elle recommençait. Et dans ce geste patient, répété, quotidien, il y avait quelque chose, une présence, une trace humaine dans chaque document produit, une encre sous les ongles. Une discipline dans les poignets. Aujourd'hui, l'agent génère le rapport en 12 secondes. Il n'y a plus de cling, plus d'attente, plus de tendons qui chauffent, plus d'encre sous les ongles, plus de Tipex, plus de main entre la pensée et le document. Juste un fichier, propre, parfait et vide de toute l'humanité qui l'a précédé. Le document n'a pas disparu, il a cessé d'être le lieu du travail. Il survit à la fin du geste qui le faisait naître. Le document est mort, le fichier, lui, est encore là. Vous écoutiez Le document est mort et Microsoft a signé l'acte de décès. Merci de votre écoute.